Bonjour à tous et bienvenue au webinaire des moyens de lutte contre le gel avec les utilisations et performances au printemps 2021. Donc merci d'être présent au cours de ce webinaire qui sera présenté entre autres par la Chambre, en l'occurrence par moi, et par l'Union des CUMA, donc avec Anne Marquet. Durant le webinaire, je vous rappelle que vous n'avez pas forcément la parole, donc n'hésitez pas à utiliser le chat, envoyer vos questions. Elles seront répertoriées régulièrement par Pauline, ma collègue. Si jamais vous avez un problème avec le chat, vous lui envoyez vos messages par mail. Donc son mail se précise sur l'écran. Donc on fera des pauses au cours de la présentation par rapport au chat. On ne va pas forcément répondre aux réponses de façon très régulière. On fera des pauses séquentielles en fonction des parties et on aura surtout une partie, un temps beaucoup plus important à la fin de la présentation. On prendra un quart d'heure, 20 minutes pour vraiment prendre toutes vos questions et y répondre, soit moi ou les CUMA en l'occurrence. Il y aura aussi 3-4 vignerons qui seront présents pour répondre à vos questions et avec leurs témoignages entre autres. Il y aura Vincent Lieubeau de Château-Thébault concernant les tours mobiles. Il y aura aussi Vincent Duguet pour le système en aspersion à la Grippière. Il y aura Michel Bédouet avec les fils chauffants et il y aura aussi Sébastien Renaudin qui répondra plutôt à vos questions donc en fin de diaporama concernant les éoliennes fixes. Vous aurez des diapos en tout début et à la fin concernant nos coordonnées. Donc si après cette présentation vous avez des questions en ce qui concerne la technique ou les investissements, n'hésitez pas à nous contacter, donc que ce soit moi ou Anne. Donc lors de cette présentation, on va commencer par voir les différents types de gels qu'on a eu durant ce printemps 2021. Donc on parle bien des gels. Il y a eu vraiment plusieurs jours de façon assez conséquente en plus. On reviendra sur la technique pour bien redéfinir la différence entre les températures sèches et les températures humides et l'importance des températures humides. Les différents seuils de sensibilité de la vigne suivant les stades. Et derrière, comment on utilise les moyens de lutte, à quel moment on va les déclencher. Ensuite, forcément, il y aura tout un panel de diapos sur les différents moyens de lutte utilisés dans le vignoble, avec les niveaux de performance variables, les témoignages en parallèle des vignerons, et on terminera donc par le côté plus investissement et les aides qui y sont alliées, notamment via le PCAE et le plan de relance. On fera une redondance donc avec tout ce qui est investissement et utilisation en collectif. Donc je répète, on fera des stops pour le chat à 2-3 moments pendant le diaporama. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Il y a Pauline qui fera une synthèse et à la fin du diaporama, on reviendra sur la majorité des questions. La période du gel a été assez longue, elle a duré plusieurs jours. Il y a eu quand même 3 grosses journées qui sont sorties du lot avec une petite 4e, 3 grosses soirées, pardon. D'une façon globale, mars-avril se caractérise par une descente polaire avec une épaisse masse d'air froide qui était sèche, donc qui est vraiment venue du pôle Nord. Donc les premiers gels ont eu lieu en fait sur des sols secs et une végétation sèche, ce qui a son importance. Donc on avait peu de vent, peu de mouvement de masse d'air, donc on avait vraiment cette stagnation de masse d'air froid. On n'a pas eu des températures qui sont descendues très bas comparé à d'autres régions ou d'autres départements. Globalement, on est resté entre 0 et jusqu'à moins 2,1 sur nos stations. Alors nos stations météo, je répète, elles sont situées à 2 mètres de hauteur, donc on peut avoir un différentiel entre les 2 mètres et le sol qui peut être jusqu'à 3-4 degrés. Sur le terrain, sur les différents échanges que j'ai pu voir, en gros, vous êtes descendu en température sèche à moins 3,6 voire moins 3,8 degrés. Il est possible que vous ayez eu moins dans certains cas. Ce qui est important à noter, c'est que les températures négatives ont commencé vraiment tôt dans la nuit. J'ai pas mis d'horaire précise parce que c'est vraiment variable, mais il y a une patate qui se dessine autour de 2h, 3h, 4h du matin, voire plus tôt pour certains. Ce qui est à noter dans notre cas, au niveau local, c'est qu'on est bien sur un gel radiatif avec une forte influence polaire.
l'humidité relative qu'on avait pendant les nuits était voisine de 90%, alors que dans la journée, on était plutôt autour de 40%, donc entre 30 et 50%. Donc on avait une forte variation de l'humidité relative, mais pendant les nuits, l'humidité relative était autour de 90%. Donc c'est bien cette humidité relative qui a créé derrière les gelées blanches, ce qui n'a pas forcément été observé dans d'autres départements. Donc là, sur ce schéma-là, on voit bien la descente de l'air polaire, hein, toute la masse d'air ici bleue, en fait, hein, et avec ce mouvement venu du nord qui a traversé non seulement la France, mais aussi l'Europe centrale et orientale. Les impacts qu'on a pu voir, hein, on était sur des stades qui étaient peu avancés, hein, pointe verte, éclatement, etc. Donc on a vraiment cette prise de glace et cette gelée blanche qui est visible. Et au matin, donc les phénomènes soit de gelée directe, hein, ou de marnage. Pour les 11 et 12 avril, donc là c'était entre le dimanche et le lundi. Faut se remettre en situation que durant le week-end, donc du 10 et du 11, il y a eu environ 10 mm de pluie qui sont tombés, hein, de façon éparse sur le vignoble. À noter aussi qu'il y a eu des épisodes d'orage et de grêle le dimanche qui ont vraiment mouillé les sols, mouillé la végétation et vraiment imbibé en fait les bourgeons et les rameaux. Donc c'est ce phénomène-là qui a vraiment amplifié l'amplitude justement du gel qui a eu lieu, quoi. Donc on n'est pas vraiment tombé dans des températures beaucoup plus basses, voire même parfois elles étaient moins basses que le 7 et le 8 avril, mais c'est vraiment cette humidité qui a amplifié le phénomène de gel. À noter que sur le terrain, qu'est-ce qu'on note, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la gelée blanche, on voit de la glace et on voit du givre. Et ce, de la même façon que pour le 7 et le 8, vraiment très tôt dans la nuit. Donc des températures négatives, là, avec une patate autour de minuit, 1h ou 2h du matin. Là, pour revenir sur l'humidité relative en faisant une fixette, donc on voit bien qu'à partir de 20h, 21h, 22h, contrairement à tout à l'heure, l'humidité relative était déjà très 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 importante. Les petits dégâts, pour se remémorer un petit peu ce qui s'est passé, donc on avait vraiment, quand je vous parlais de glace, de givre, donc c'était visible à la fois sur les cèpes, sur les baguettes, sur les fils porteurs. Lorsqu'il y avait un palissage, c'était aussi visible plus haut. Vous avez quelques photos, là vous pouvez deviner que les baguettes n'étaient pas pliées, et on voit bien aussi l'impact du gel, même sur ces baguettes. En conclusion, on a eu, on va dire, 3 périodes de gel vraiment notables, ce qui n'exclut pas que vous ayez eu d'autres épisodes en local sur vos domaines, ce qui n'exclut pas non plus que vous ayez déclenché vos moyens de lutte à d'autres périodes, où vous vous approchiez justement de cette sensibilité. Mais ce qui est à retenir, c'est que le 7 et le 8 avril, on était bien sur un gel radiatif dans des conditions sèches de végétation et de sol sec. En revanche, le 11 et le 12 avril, cette végétation était mouillée, ces bourgeons étaient trempés, le sol était trempé aussi. Donc on est dans un gel radiatif, c'est avec sol et végétation humide. Et enfin, il y a eu aussi un autre épisode qui a été un petit peu moins marqué, mais qui localement a pu faire quelques dégâts, où là aussi on était sur un gel radiatif, sur une gelée blanche, donc c'est tout début mai. Mais dans les 3 cas, chez nous, dans notre contexte, on était bien sur des gelées blanches. Ça n'exclut pas que de façon très ponctuelle, vous pouvez avoir des phénomènes de gelée noire. Mais je tiens à préciser là, la différence entre ce qu'on qualifie d'une gelée blanche et gelée noire sur un gel radiatif, c'est bien l'humidité qui va faire la différence. Sur les relevés qu'on a pu faire au niveau de l'équipe viticole sur le vignoble, ce qui est vraiment notable, une semaine après le 12 avril, c'est qu'il y a 90% des parcelles qui sont touchées entre 50 et 100%. Donc là, on parle de bourgeons touchés par le gel. Donc quand on voit un symptôme de gel, on le note comme bourgeon touché. Ça ne veut pas forcément dire que le bourgeon est cramé. C'est à noter.
Donc ça, c'est vraiment le principe de notation qu'on a appliqué sur l'ensemble des parcelles. La différence entre les températures sèches et les températures humides et surtout l'importance qu'il y a à surveiller les températures humides. La température sèche, c'est bien la première donnée qu'on va avoir, la première donnée qu'on va utiliser. Toutefois, je le disais tout à l'heure, souvent la température sèche, elle est donnée à 2 mètres par rapport au niveau du sol. Donc on manque un petit peu de précision et on peut avoir jusqu'à 3-4 degrés de différence. Il y a quelques applications, quelques sites internet qui donnent cette précision quasiment au niveau du sol. Je l'ai mis dans le diaporama, par exemple, vous avez Ventusky. Donc à partir de là, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de précision. Maintenant, la température humide. Alors, la température humide, c'est bien elle qui va nous permettre de prendre en compte le refroidissement de l'air qui est induit par l'évaporation de l'eau. Donc, on a l'exemple du marais de Goulaine, par exemple, où les vignerons bataillaient par rapport au niveau de l'eau, justement pour que cette terre soit saturée à 100% d'humidité pour élever en fait, le niveau de gel. Donc, lorsque l'air est saturé en humidité, on n'a aucune évaporation au niveau de la mèche, donc là c'est la mèche du thermomètre en l'occurrence, donc on n'a aucun refroidissement supplémentaire. Donc les thermomètres secs et humides indiquent la même température à ce moment-là. En revanche, on va voir après, lorsque l'air est plus sec, notamment lorsqu'il est inférieur à 80%, il y a une évaporation qui se crée au niveau de la mèche. Et donc lorsqu'il y a une évaporation, il y a un refroidissement qui est localisé, en l'occurrence au niveau du végétal. Donc l'eau qui est au niveau du végétal utilise l'énergie qui va être présente dans l'air, et ce qui va provoquer un refroidissement. Et donc ça, c'est bien le gel par évaporation. Donc on a bien un phénomène d'amplification en prenant en compte la température humide. Le thermomètre humide marque une valeur en général qui va être inférieure au thermomètre sec et donc il prend en compte l'écart. L'écart sera d'autant plus important que l'air sera sec. Donc le risque de gel par évaporation sera plus élevé. La température humide qu'on vous recommande d'utiliser, elle sera tout le temps plus précise que la température sèche parce que justement elle prend en compte cette évaporation. Donc par rapport à ces notions, là on a un petit exemple. Quand on prend un tableau, en haut vous avez la température sèche, sur le côté vous avez l'humidité relative. Donc si on prend globalement le contexte, on va dire, du 7-8, où on était environ à moins 3 degrés suivant les secteurs, si on prend moins 3 degrés avec 90% d'humidité, on arrive à moins 3,5 en température humide, ce qui est cohérent avec les valeurs que j'ai pu entendre sur le terrain. Si par contre on regarde à 70% d'humidité, pour moins 3 degrés, on a un équivalent en température humide qui est de moins 4,5. Donc on a vraiment un effet gel ici qui va être amplifié. Le seuil de la vigne est à prendre en compte forcément. Lorsqu'on va être par exemple bourgeon dans le coton, on a pu l'observer sur certaines vignes en fonction des cépages, on n'a pas la même sensibilité que lorsqu'on va être aux alentours de 2 feuilles étalées. C'était par exemple le cas du chardonnay au gel du 7 et 8 avril. Les chardonnays, d'une façon générale, qui n'ont pas été protégés, ont tous cramé. Ils étaient plus sensibles. En revanche, les cépages moins avancés, comme les sauvignons blancs, qui étaient autour de bourgeons dans le coton, voire moins, eux ont eu tendance à plutôt bien, entre guillemets, passer le gel. Et évidemment, il y a toujours cette différence entre les conditions sèches et les conditions humides qui vont créer un différentiel. Si je prends l'exemple de la pointe verte, où en conditions sèches, la sensibilité va être autour de moins 8 à moins 4 degrés, lorsqu'on va être en conditions humides, on va tomber plus bas, donc entre moins 4 et moins 1 degré. Lorsque vous allez utiliser la température sèche et la température humide, vous allez être plus précis dans le déclenchement de vos appareils de lutte. Donc pour aller droit au but, on va prendre un exemple. Prenons l'exemple de la tour antigel. Quand on regarde au niveau du déclenchement, donc le seuil critique, c'est le seuil de sensibilité qu'on a vu dans la diapo précédente. Donc on va déclencher à 3 degrés au-dessus du seuil critique au thermomètre humide, alors qu'on va le déclencher à 1,5 degrés au thermomètre sec. Donc si vous lisez tout en bas maintenant,
quand vous êtes à pointe verte, donc le seuil de sensibilité, il est à -1 degré. Donc si je fais -1 plus 1,5, on arrive à déclencher en température sèche à 0,5 degrés. Et si je fais -1 plus 3 degrés, on arrive à déclencher à 2 degrés en température humide. Donc là, c'est bien là que vous voyez justement la différence et l'importance de prendre en compte la température humide qui a un impact direct sur le déclenchement de vos outils de lutte contre le gel. Alors ça peut être la première occasion de faire un petit point sur le chat. Est-ce que Pauline, tu as eu des premières questions dans le chat ? Pour le moment, non. Pas de questions pour le moment. Donc n'hésitez pas à remonter vos questions à Pauline. C'était précisé au tout début du webinaire dans l'utilisation avec CRISP. Si CRISP ne fonctionne pas, je répète, n'hésitez pas à envoyer un mail à Pauline. Elle est en train de faire des synthèses actuellement. Donc là, elle est en cours. On embraye maintenant avec l'ensemble des moyens sur lesquels on a pu faire des repérages sur le terrain. Donc à premier abord, les éoliennes fixes. Sur le premier cas ici, donc on est à Château-Thébault, sur un majorité, la grande parcelle c'est du chardonnay, avec entouré un petit peu de pinot gris notamment, sur des stades entre l'éclatement et la première feuille étalée. Sur les températures mini enregistrées, donc on n'était pas loin de l'éolienne, on était environ à la zone de rupture un petit peu à 120 mètres, on était environ à -1,3 degrés. Donc le thermomètre prend en compte la protection qui a été mise en œuvre. Par rapport au relief de cette parcelle, c'est une parcelle qui est un petit peu en forme de cuvette avec d'un côté en fait une pente progressive, c'est la photo que vous voyez en bas à droite, et d'un autre côté une pente qui part un peu plus en forme de butte. Donc là on va voir l'impact tout à l'heure que ça a pu avoir. Ce que vous notez aussi sur les photos, c'est les feux de souche et les brazos qui sont donc au pied de l'éolienne. Donc là, c'est le code couleur et la légende qu'on va utiliser pour l'ensemble des moyens de lutte qu'on va voir dans cette présentation. Donc lorsque c'est en vert, c'est en fait on a entre 0 et 2% de bourgeons touchés par le gel. Lorsqu'on est en jaune, on est entre 3 et 25% de bourgeons touchés par le gel, etc., etc. En marron, on va être entre 26 et 75%, et lorsqu'on est en rouge, on va être supérieur à 75%. Donc dans l'appréciation de ce que vous allez voir, ça va être important de faire attention. Lorsque c'est en vert, forcément, on a une très très bonne protection. Lorsqu'on est en jaune, on est sur une très bonne protection. Lorsqu'on est en marron, on peut considérer qu'on est à une moyenne de 50% de bourgeons protégés et de 50% de bourgeons touchés. Donc on reste sur une bonne protection. Donc c'est vraiment la zone rouge, au-delà de 75%, où là, la protection n'a plus été efficace, ou elle n'a pas été efficace, ou alors le gel a été trop important. Donc je répète, dans votre appréciation, prenez bien en compte les trois couleurs pour moi qui sont importantes. Donc ça va être le vert, le jaune et le marron. Si on doit faire une conclusion, on a une bonne efficacité, voire une très bonne efficacité sur cette bande-là. Alors l'échelle de 26 à 75%, on l'a choisi parce qu'en général, notamment autour des éoliennes, on n'a pas une coupure nette. On a toujours comment dire, des bourgeons, enfin un pourcentage de gel aléatoire à une certaine limite. Donc c'est une échelle qui peut paraître assez grande. Ceci dit, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la moyenne de 50%. Donc là, pour commenter ce qu'on a vu, sur Château-Thébault, donc sur cette cuvette, on retrouve là sur toute la partie qui descend vers en bas à droite, donc la banane verte qui débouche sur du marron. Donc là, on est vraiment sur la pente légère ascendante où, au fait, on a favorisé donc le flux d'air. Il faut savoir que pour ce genre d'éolienne, il y a des études qui sont faites avant de les poser et qu'elle a été vraiment posée comment dire, à l'endroit optimum pour favoriser le flux d'air. Vous avez en bas à droite l'orientation. Donc ici, on a vraiment l'importance du vent dominant, nord-nord-est, les rangs qui sont plantés dans ce sens-là, et surtout le flux d'air qui suit le sens des rangs et qui suit le sens de la pente. Je vous parlais tout à l'heure d'une butte. La butte, elle est visible sur la partie gauche. En fait, c'est toute la partie qui est en rouge.
Donc comment dire, la dénivellation du terrain, on n'est pas directement au pied d'une montagne, mais on est quand même sur une dénivellation qui est beaucoup plus importante que sur la partie en bas à droite qui est régulière. Notez bien que tout en haut, en fait, on n'a pas mis de couleur, c'est la zone qui est entourée en rouge, d'un cercle rouge. En fait, on est sur un point culminant avec une butte et naturellement, donc là, on ne sait pas l'effet éolienne, c'est vraiment le côté terrain qui fait qu'on a un impact gel qui est moins important. Donc on tourne entre 25 et 70%. Dans la configuration de terrain, et je détaille pour celui-ci, vous le reverrez plusieurs fois par la suite, vous voyez par exemple des arbres à certains endroits avec une végétation dense. Donc là, dans le cas des éoliennes, la position des arbres va avoir son influence par rapport au mouvement de masse d'air. Globalement, sur ce schéma, on peut voir on peut dire qu'on a eu une bonne protection sur 5 bons hectares. Ici, dans un autre contexte, pareil avec une éolienne fixe, un petit peu moins massive, plus petite, sur Melon-Bourgogne, on avait un petit peu moins de braseros disposés autour. Donc quelques braseros disposés au pied de l'éolienne, plutôt sur une zone de plaine. Et on voit que malgré l'éolienne fixe, en fait, on a eu un résultat qui est moins satisfaisant, largement moins. On est dans un contexte différent, on est avec une éolienne qui est différente et on est avec une utilisation aussi qui est différente. Donc maintenant à déterminer est-ce qu'un même matériel de lutte, suivant son utilisation, est-ce qu'il va être efficace ou pas. Là aussi dans un autre contexte, au château du Clairet, donc avec une parcelle autour de l'éolienne qui fait 7 hectares, avec une belle disposition aussi des braseros et des feux de souche. Donc les feux de souche, c'est ceux qui sont au milieu sur le chemin. Donc là, vous pouvez voir la disposition, notamment sur le chemin. Les braseros qui entourent l'éolienne avec les feux de nuit et en bas avec la photo de jour. Donc on voit quand même que le côté source de chaleur a été assez maîtrisé. Et on le retrouve aussi dans les résultats, puisque sur la parcelle de 7 hectares, donc on peut assez facilement dire, voilà, il y a 2 tiers qui a été plutôt bien protégé, et il y a la moitié, quasiment la moitié, qui a été très très bien protégée. Donc on retrouve un peu le même dessin qu'à Château-Thiebaut, et avec l'influence des haies, en fait, que vous avez pu voir sur les photos précédentes. Donc on a des haies sur le côté est et des haies sur le côté sud, et on remarque justement que y a toujours cet œuf ou cette patate qui se dessine, mais que le mouvement d'air est toujours accompagné par les haies, et on le voit sur la bande orange en fait le long de la route en bas à gauche, où il y a eu une prolongation du mouvement d'air et il y a eu une protection minime à cet endroit-là. Donc on est en marron, mais on est autour de 75%. Bon, à noter qu'on est à 75%, à côté on est quasiment à 100%. Donc il y a un minimum de protection. Par rapport aux tours mobiles, donc les tow and blow, qui sont bien à différencier des tours fixes, qui n'ont pas la même envergure, et qui sont achetées en général, elles sont vendues pour 3 hectares. En général, vous les achetez pour protéger entre 1 et 2 hectares. Donc là, plusieurs exemples. Ici, c'est à Clisson, donc à Bournigal, donc sur une disposition pareille avec des braseros tout autour et des feux de souche dans le chemin. Toutefois, quand on regarde Bournigal, à noter que les investissements ont été faits en CUMA et en collectif, donc ça on en parlera entre autres à la fin. Il y a un certain maillage entre les éoliennes. Donc une position des éoliennes qui à la base a été faite sur plan, qui n'a pas été forcément réfléchie en fonction des conditions de terrain, mais qui a du sens. Alors ça c'était pour montrer une photo globale. Là c'est une photo qui n'est pas dans le même secteur mais à proximité, pour montrer la répartition des braseros qui était identique à ce qu'on pouvait voir sur Bournigal. Quand on regarde les résultats, au final, on est supérieur à 75%, donc on a une efficacité minime dans ce cas-là.
Un petit peu plus bas dans Bournigal, où on a un maillage entre bougie d'un côté et éolienne de l'autre. Sur cette diapo-là, on va se focaliser sur l'éolienne. Sur la tour mobile, pareil, sur le même principe, entouré de braseros avec des feux de souche à la base. Quand on regarde le résultat, on est au-delà de 75% de bourgeons touchés. Que ce soit au niveau de l'éolienne ou que ce soit dans la partie bougie aussi. Là, on arrive sur le cas de Vincent Lieubeau. Donc Vincent, il nous parlera tout à l'heure un peu plus en précision de la disposition qu'il a pu adopter. Globalement, ce qui est à noter dans la lecture du paysage, c'est cette grande masse de ce bois qui est présent en bas de la photo. Au niveau des angles du bois, il faut noter qu'il y a présence d'un grand muret. Cette zone est naturellement un petit peu moins gélive. Ceci dit, ce qui est à noter aussi, c'est la disposition des deux éoliennes qui sont à 150 mètres l'une de l'autre et qu'il y a un point bas qui est à 20 mètres et un point haut, donc en bas de la photo, mais qui est un point haut qui est à 30 mètres. Là, on est descendu autour de moins 3 degrés, donc dans des conditions, on va dire, assez similaires à Clisson. Et dans la réflexion, on voit qu'il y a une efficacité qui est complètement différente. Donc maintenant, ce qui nous amène à réfléchir, c'est le relief du terrain, c'est ce qui constitue le paysage et c'est aussi la position des éoliennes et la position des braseros. Mais si on regarde globalement la forme qui se dessine, on a plutôt bien protégé 5 hectares, voire plus, quoi. Donc ça reste un exemple sur lequel il faut réfléchir sur le côté synergie des moyens de lutte contre le gel. Donc là justement c'est le moment, si on va faire une pause sur le chat pendant que vous finissez d'écrire vos questions et que Pauline commence à faire la synthèse. Il y a Vincent Vincent, tu peux allumer ton micro et justement ça va nous permettre d'avoir les retours sur justement comment tu as réfléchi au positionnement des éoliennes à l'Aulnay. Ok. Bonjour à tous. Donc Vincent Lieubeau, je suis vigneron à Château-Thébault. Peut-être tu peux remettre le schéma juste avant, comme ça il y aura le graphique pour expliquer. Voilà. Donc alors nous on va dire qu'on est plutôt satisfait du résultat de la protection de cette année, malgré évidemment des forts dégâts partout ailleurs sur le parcellaire. Mais au moins dans cette zone où on a travaillé, on arrive autour de 5 hectares et demi où il y aura quand même de la production. Voilà. Comment on a réfléchi? Donc on a fait un choix, on a été un peu chanceux, on n'a pas forcément visé le secteur le plus gélif du domaine. Donc à savoir que l'éolienne qui est présente tout en haut du graphique, elle est vraiment à un point bas et à cet endroit c'est très gélif. Par contre la deuxième éolienne qui est un peu plus basse sur la photo, elle est un petit peu plus en altitude et elle est, on va dire, en raccord avec une parcelle qui est un petit peu moins gélive. Et donc je pense qu'on était un peu en situation limite de gel et du coup la présence des deux éoliennes a permis de vraiment étendre la zone. Et puis sinon il faut signaler aussi le positionnement des feux et des bidons où on a mis des souches. Donc déjà on était 3 personnes toutes les nuits et donc on a allumé 30 feux toutes les nuits et vraiment des gros feux fortement alimentés dès 4 heures du matin. Et puis en haut de la photo, vous voyez dans le chemin, on a allumé comme une barrière de feu sur tout le versant nord en fait. Donc s'il y avait un peu d'air, il venait du nord. Les éoliennes, en particulier celle qui est présente en haut sur la photo, faisaient un mouvement pendulaire. Voilà, elle ne couvrait pas les parcelles du dessus où c'est des prés. Et donc on pense que peut-être que la combinaison des feux et des deux éoliennes a permis d'optimiser un peu la protection. Du coup, pour ces éoliennes, au niveau technique, concernant les braseros, soit tu as vraiment mis le paquet sur le côté source de chaleur. Pour toi, c'était primordial? Oui, alors faut savoir que les
éoliennes, c'est un investissement conséquent, donc tant qu'à faire de les avoir, autant optimiser l'utilisation. Surtout qu'on a juste fait brûler des souches, ce qui coûte globalement pas cher. Alors à savoir que sur les 8 nuits de protection, on a quand même brûlé à peu près 20 000 souches, qui correspond à 3 hectares d'arrachage de l'année dernière. Donc c'est vraiment conséquent en termes d'apport calorique. Et on voyait bien la montée en température au cours de la nuit, à savoir qu'on allume à 4 heures. À 5 heures, la chaleur est quand même pas très significative. Par contre, quand on arrive à 7-8 heures du matin et qu'on a vraiment alimenté tous les quarts d'heure, là on arrive à vraiment des gros tas de souches en pleine combustion. Et là, c'est vrai que ça dégage quand même une chaleur assez impressionnante. Donc je pense que ça aussi, ça a payé, le fait d'être vraiment très persévérant dans l'allumage des feux et l'entretien des feux. Ok. Du coup, pour ces éoliennes, vous avez investi au niveau du domaine ou en collectif? Alors l'investissement, il a été fait en CUMA, avec la CUMA La Treille qu'on partage avec le domaine Vinet, le domaine Léno-Papin et le domaine Gadet. Donc ça a été fait sous cette forme-là parce que c'était en 2018. On a pu profiter de financements qui aidaient exclusivement les CUMA. C'était des PCAE qui finançaient à 30% les matériels. Voilà. Après, chacun des domaines de la CUMA a investi dans un certain nombre d'éoliennes et après la facturation finalement se fait individuellement à chaque domaine, sachant que chaque domaine s'est engagé à utiliser l'éolienne pendant la durée d'amortissement pendant les 7 ans. Donc on peut parler d'un investissement collectif qui permet de bénéficier des financements et bénéficier aussi du côté collectif, de l'échange de savoir-faire, des retours d'expérience, qui est très intéressant. Mais après, dans l'usage, on est bien sur un amortissement individuel de l'outil et une utilisation individuelle. D'accord. Et du coup, j'imagine, là, quand on voit ces résultats-là, est-ce que ça t'encourage à investir dans d'autres tours mobiles ou éventuellement tu te tournerais plutôt vers un autre type de moyen de lutte? Alors là, donc l'îlot qu'on voit en photo, c'est un îlot de 15 hectares. Donc je dirais que les résultats de cette année nous ont plutôt renforcé dans le choix qu'on a pu faire de ces tours mobiles. Même si, je dois l'avouer, j'étais vraiment très peu confiant parce qu'au gel de 2019, on n'avait qu'une seule des 2 tours qui était positionnée en haut de la photo là, et la couverture avait été vraiment pas très bonne. Donc le gel était différent. Donc on va dire, on regarde les résultats de cette année. Notre stratégie, ça pourrait être d'investir dans 1 ou 2 autres tours mobiles qui permettraient de mieux couvrir cet îlot de 15 hectares. Et par contre, je pense que c'est important de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, parce qu'on voit que les gels sont très différents d'une année à l'autre. Et donc on réfléchit également à d'autres moyens de lutte, que ce soit des tours plus importantes, des tours fixes ou des bougies par exemple. Ok. Merci Vincent. A priori, dans le chat, on n'a pas de remontée de questions particulières. Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, à les poser par le chat. Il n'y a aucun problème. Et par la suite, si vous avez des questions à poser à Vincent, si vous les remontez par le chat, on va les retranscrire aussi. Merci Vincent. De rien. Autre moyen de lutte qui a été mis en place aussi dans le vignoble, on les voit, ils sont assez répartis. Ce sont les FrostGuard, donc qui utilisent entre autres des bonbonnes de gaz et qui sont censés propulser donc un air un petit peu plus chaud pour éviter donc le gel au niveau des baguettes entre autres. Donc là sur une parcelle toujours du côté de Clisson à Bournigal, avec une disposition du FrostGuard entouré de bougies. Donc les bougies sur tout le long de la parcelle, à proximité, pas de bougies à proximité du FrostGuard, mais vraiment de façon circulaire autour. Donc ça, c'est le schéma qu'on peut voir sur pas mal de parcelles qui utilisent le FrostGuard. Après, au niveau des résultats, ce qu'on a observé donc dans ce cas-là, c'est qu'on a eu quand même plus de 75% des bourgeons touchés. Donc ça fait écho aussi quand même à l'ensemble du secteur de Bournigal, malgré les moyens de lutte qui ont été mis en place.
on voit que d'une façon globale, c'est plus de 64% des bourgeons touchés. Donc la question qui se pose aussi, c'est est-ce que les moyens de lutte dans ce secteur-là, ou dans ce cas-là, dans le cas de ce gel 2021, est-ce que les moyens de lutte physiques sont suffisants? Autre outil utilisé, les bougies, qui sont peut-être les plus connus. Donc le but des bougies, c'est bien d'une part de réchauffer un petit peu l'air ambiant, mais de par la création d'un nuage de fumée, d'éviter de limiter le rayonnement du sol vers le ciel clair et éventuellement d'éviter le phénomène de marnage le matin, quoi, avec la réverbération donc, du soleil dans la glace lors de la fonte. Sur une parcelle située au Palais, donc une parcelle de chardonnay qui était à 2 feuilles étalées, là on a eu de très très bons résultats avec 350 à 400 bougies par hectare, donc avec une réflexion aussi assez importante sur les heures d'allumage, la précocité d'allumage des bougies en fonction de la température, donc température sèche et température humide. Donc là avec une certaine technicité, une certaine expertise dans la maîtrise. Et on voit qu'on a quand même un résultat qui est très satisfaisant puisqu'on est à quasiment 100% d'efficacité. Donc on voit qu'avec le même moyen de lutte, là encore, dans des conditions différentes, on voit qu'on a des résultats qui sont quand même très variables. Dans un autre secteur, donc là ne vous fiez pas à la zone qui est en verte, c'est juste pour délimiter la parcelle. Là on était sur des pinots de mémoire et sur un secteur de Clisson, pas loin de Bournigal, et là par contre les dégâts c'est pareil, on est supérieur à 75% avec de très très gros dégâts sur cette parcelle malgré la lutte qui a été mise en place. On arrive maintenant à l'aspersion. L'aspersion qui suscite beaucoup d'intérêt quand vous allez voir les résultats. Il y a un domaine dans le vignoble qui est muni d'aspersion, donc c'est au château de la Grande Ragotière. Donc Vincent témoignera suite à cette présentation. Donc le but de l'aspersion, c'est bien de mouiller la végétation avant que ça ne gèle, de créer une pellicule de glace qui va protéger justement la végétation, qui va empêcher un transfert de calories trop important et qui va susciter donc le gel de la végétation. Donc le but, c'est bien de créer cette pellicule de glace et donc c'est bien la photo que vous voyez en bas. C'est bien la glace qui va protéger du gel par la limitation du transfert de calories. À noter sur les photos de gauche que c'est bien un système qui est permanent, donc avec un système de tuyauterie et aussi avec des asperceurs. Donc à la fois dans le rang, mais aussi en bout de rang. Le but de l'aspersion, c'est bien de créer une pellicule de glace. Donc on va utiliser un minimum d'eau. Sur ces systèmes, on va être autour de 40 mètres cubes par heure par hectare. Donc il y a aussi un impact derrière sur potentiellement l'érosion du sol, la portance des sols, etc., etc. Si on est sur un gel très ponctuel et qu'on est dans une végétation qui est plus développée et qu'on a dépassé, on va dire, les 5 feuilles et que derrière on a des conditions propices au mildiou, est-ce que l'aspersion ne favoriserait pas derrière justement les contaminations élites et les contaminations primaires? Donc là, sur la zone qui est protégée, c'est toute la zone qui est entourée en bleu. Juste en dessous de la zone bleue, vous voyez, hein, il y a des parcelles qui ont été arrachées. Donc c'était des parcelles qui étaient en coteaux. Donc là, il y a l'aspersion qui a été éliminée à ce niveau-là. Et vous voyez tout en bas donc la réserve d'eau. Donc ça, Vincent nous donnera des précisions tout à l'heure. On était au stade de 3 feuilles étalées. On était sur du chardonnay, donc très sensible à ce moment-là. Au final, on a une très bonne efficacité, on approche les 100% d'efficacité. On voit la zone rouge qui est juste au-dessus, c'est la zone qui n'était pas protégée, avec une zone un petit peu marron, donc une zone intermédiaire. Mais globalement, sur l'ensemble du système de la zone délimitée, donc où il y a eu l'aspersion, très bonne efficacité. Le seul point jaune qu'il y a, il y a eu quelques dégâts à ces endroits-là, et c'est notable, c'est des asperceurs, un dysfonctionnement d'asperceurs ou un dysfonctionnement au niveau des jets. Donc directement, on a des bourgeons congelés.
Du coup, Vincent, est-ce que tu peux allumer ton micro? De quand date l'installation sur tes parcelles de l'aspersion? Bonjour à tous. En fait, l'installation a été mise en place en 91. Ceux qui étaient dans le coin ou déjà en activité à l'époque se rappellent que ça avait déjà fait du bruit parce qu'en fait, c'était la première année qu'ils avaient mis en place le système et forcément, il avait fonctionné puisqu'en 91, c'était un gel aussi très impactant, un peu plus tard dans la saison. Depuis 91, on a agrandi un petit peu ensuite et on a réduit un peu après. J'aimerais bien revenir pareil sur le plan pour expliquer un petit peu l'organisation, si c'était possible. En fait, on est sur un coteau. Alors c'est la route qui va de la Ripière à Thiers pour ceux qui l'ont déjà emprunté. Ça descend assez fortement, on est sur un beau coteau et en fait en limite basse de la zone rouge, voilà, il peut y avoir un écart de température entre le haut qui est la limite basse de la partie rouge et le bas où il y a la réserve d'eau. On peut avoir 2 degrés d'écart entre ces deux points. Donc c'est vrai que la partie basse est très gélive et plantée en chardonnay, donc c'est pour ça qu'en fait il avait fallu trouver un système d'aspersion assez rapidement. Personnellement, c'est la 15e année que je suis arrivé au domaine. C'est un système qui fonctionne très bien sur tout type de gel, des petits gels et des grands gels, même jusqu'à 5-6 feuilles étalées, puisque c'est déjà arrivé qu'on démarre début mai le système. La grosse contrainte, c'est d'avoir évidemment la réserve en eau. Là, en fait, on parle d'une réserve qui a été créée fin des années 80. Donc à l'époque, la réglementation était beaucoup plus simple en fait. Et la réserve étant présente, en fait, il s'avère que elle est dimensionnée pour arroser sur 15 hectares. En fait. 15 hectares sur une moyenne de 6 nuits, quoi. C'est ça le potentiel, quoi. Cette année, j'ai pas eu de problème, puisqu'on a arrosé quand même 11 fois cette année. J'ai pas eu de problème d'eau parce que justement toute la partie basse, on l'a arrachée. Et du coup, c'est celle qu'on démarrait toujours plus tôt. Et du coup, on a encore des disponibilités en eau assez larges, en fait. Donc, le projet, nous, demain, c'est de, justement, sur la partie rouge, d'étendre notre système d'aspersion pour en fait, passer d'une dizaine d'hectares protégés à 15 hectares l'année prochaine. La mise en route, en fait, on travaille avec des sondes à température humide. Ça, c'est, je pense, très important. En pratique chez nous, parce que je mets en début de saison à moins 1,5 l'alarme, température humide. Et à partir de 2 à 3 feuilles étalées, la sonde, je la mets à moins 1 à peu près. Voilà. Pour déjà être réveillé et être opérationnel, puisque j'habite à 5 minutes en fait, le temps de mettre en route la motorisation, il y a toujours un delta d'une demi-heure, 3/4 d'heure avant de vraiment avoir le système en route. Donc c'est pour ça que je prends cette petite latitude. Voilà, et c'est toujours la question, quand il est 2h du matin et que ça sonne, il n'y a pas de souci, on met en route. Il y a pas c'est toujours sur des matins où on est à 5h, 6h du matin, où là, des fois, ça peut poser question parce que, en fait, voilà, est-ce que ça vaut le coup de mettre en route pour une demi-heure, 3/4 d'heure? Et il s'avère que généralement, il vaut mieux jouer un peu plus la sécurité. Parce que typiquement, on perd facilement 0,5, voire entre 0,5 et 1 degré à chaque lever du soleil, quoi. Le lever du soleil, c'est toujours une tombée de température. Et c'est vrai que on prend pas trop de risques non plus là-dessus. En bas, justement, au niveau de la réserve, on a un système avec une motorisation 3 pompes avec 3 moteurs de camion.
Là, on est en sécurité parce qu'en fait, on a besoin au maximum de 2 pompes. Mais il faut savoir que c'est déjà arrivé 2 fois où on a eu en fait une pompe qui éclate, voilà, ou un moteur qui lâche. Donc le 3e moteur est là en appoint par sécurité. Et la petite anecdote, c'est le local où sont situés les moteurs. On a eu 2 fois un vol de fuel et une fois un vol de batterie. Donc on a à nouveau sécurisé. Et maintenant j'ai des doubles de batterie dans 2 endroits différents. J'ai du fuel possible. On a sécurisé également toute cette approche-là parce que il n'y a rien de pire que d'arriver sur place et de constater qu'on n'est pas opérationnel, quoi. Voilà, sur le système, on avait été voir à la base dans le Chablis. Là-bas, ils avaient mis en place des systèmes collectifs, c'est-à-dire que c'est la même pompe qui va asperger sur différents propriétaires ou différents exploitants. Nous, dans notre cas, on a un parcellaire qui est groupé sur la zone de la Morinière, donc en fait, on est en situation où l'installation est que pour nous. Voilà. En termes de coûts, j'ai pas de coûts actualisés puisque on a juste un projet d'extension de ligne, mais sans la ligne principale ni le système de motorisation. Aujourd'hui, on travaille avec Divatec et eux estiment, alors suivant vraiment l'installation à topographie, et puis si c'est une pompe sur tracteur ou une pompe fixe, entre 10 et 20 000 euros de coût. Donc très variable suivant le parcellaire, l'organisation et le choix. Voilà. Ok, merci Vincent. Tu nous as donné tous les détails, je crois. On n'a plus qu'à faire de l'aspersion. Le système est efficace, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Maintenant, c'est entre autres la chambre, si demain on peut favoriser la création de retenues d'eau et pourquoi pas faire du collectif, je pense qu'il y a vraiment des choses à travailler sur le collectif là-dessus. Ça marche. Merci Vincent pour ton témoignage. Je te laisse fermer ton micro. Ouais. Et si jamais on a des questions via le chat, a priori on n'en a toujours pas. Et si jamais ça remonte, je vous fais signe. Merci. Hop là. On arrive maintenant à l'utilisation des fils chauffants. Donc là, sur notamment une installation, donc là on peut le voir, avec une source d'électricité via groupe électrogène et une installation donc assez particulière. On peut voir donc là déjà aussi en bout de parcelle 2-3 petits détails qui ont leur importance, mais c'est que les gaines sont bien rentrées dans des barres de fer entre guillemets, donc c'est lié entre autres au travail du sol. Quand on passe régulièrement en enjambeur et notamment avec des outils, vaut mieux protéger les fils. Donc là on aura Michel Bédouet, donc à la fin du diaporama là, qui va nous témoigner sur ce sujet. Donc le principe, c'est bien de dérouler un fil le long du fil porteur et de poser ou d'enrouler les baguettes donc autour de ce fil chauffant et du fil porteur. Donc on voit, vous avez la réponse à peu près par rapport à l'efficacité. Vous voyez le résultat, il y a juste au niveau de la cure, là en bas à droite, on voit que justement le fil n'y est pas. Donc en gros la protection a été minime à ce niveau-là. Il marche pas ton diaporama là. Hop là. Voilà. Donc là par rapport à la répartition sur les parcelles, donc 2 parcelles, 2 zones on va dire qui sont équipées de fils chauffants, avec au milieu donc une parcelle qui n'est pas équipée, ce qui permet d'avoir entre autres un témoin en quelque sorte. Donc sur la partie gauche on est sur des melons de Bourgogne avec un stade qui était un petit peu plus avancé au moment du gel, et sur la droite des pinots noirs donc avec un stade qui était moins avancé, plutôt bourgeon dans le coton, voire jusqu'à pointe verte. Donc un seuil de sensibilité qui était aussi différent. En température sèche, globalement, on est descendu jusqu'à moins 3,6 degrés.
Donc là pareil, si Michel pourra nous détailler un petit peu plus ça tout à l'heure. À noter qu'il y a aussi un effet relief, voire cuvette dans ce secteur-là, mais vraiment cuvette assez prononcée, avec un point bas à 20 mètres et un point haut à 30 mètres. C'est environ, c'est à la louche. Quand on regarde maintenant l'efficacité, déjà on voit l'impact du gel sur les zones qui ne sont pas protégées, donc les zones sont en rouge, donc il y a eu un impact fort, à très fort. Et maintenant, on voit sur les zones donc en jaune, qui sont donc mieux protégées, entre 0 et 25%. Donc pourquoi c'est pas protégé d'une part à 100%? C'est le phénomène de non-protection, donc entre autres de l'arcure. Donc on voit là sur le dessin, par exemple sur les pinots noirs, à droite, on a 2 ronds marrons. Donc là où on a eu un petit peu plus d'impact de gel, les chiffres c'est minime, ça dépasse tout juste les 25%. Donc sur le système, sur l'effet protection, ça fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi on a une zone marron sur le melon de Bourgogne. Donc il y a eu un petit décalage au niveau de l'allumage des fils chauffants, et lorsqu'ils ont été allumés, en fait, sur une partie de la parcelle donc, avait commencé à geler sur la partie basse, et la partie haute était encore humide, mais était déjà commencé à être impactée. Donc Michel a allumé les fils, au final, le gel avait déjà commencé à faire son effet. Donc c'est pour ça qu'on a un petit différentiel. Hop là. Donc du coup Michel, tu peux allumer ton micro s'il n'est pas allumé. Et pour revenir sur ce qu'on a vu, je vais faire comme les autres, je vais remettre la carte. Toi, à la base, pourquoi est-ce que tu as investi dans des fils chauffants? Déjà, je pense qu'il y a une erreur, une inversion entre le jaune et le marron là. En fait, c'est beaucoup plus gelé dans le bas enfin. Ouais. Alors sur ma carte, moi c'est ce que j'ai. Tout le haut où c'est marqué 0,45 là, c'est jaune et c'est le bas qui est marron ici en fait. Mais c'est pas très grave. Il y a peut-être des effets zonage, mais bon. Mais est-ce que quand on regarde tu vois sur le pinot noir par exemple, là où on voyait clairement que le niveau d'efficacité des fils chauffants, enfin voilà, il était là quoi. Donc alors pourquoi j'ai investi? Oui, déjà c'est parce que j'avais vu ça déjà depuis longtemps. Jean-Pierre Hortaud, l'électricien de Monnières qui a inventé le truc, il avait testé ça en bas de chez nous, je crois que c'était les années 85-6 là par là, donc ça avait très bien marché, mais à l'époque, on était incapable d'investir là-dedans. Enfin, puis on était dans des années fast, donc il n'était pas question d'investir, mais je savais que ça marchait, quoi. Voilà. C'est. Alors après, pour en revenir à cette parcelle, on a choisi cette parcelle parce qu'on s'est dit il faut qu'on protège les vignes les plus gélives. Et le bas de cette parcelle-là est vraiment très très gélive. Il y a une cuvette là où c'est marqué 0,23 là. Et en fait, avec le recul aujourd'hui, je pense que c'est une erreur. On l'a vu d'ailleurs dans ce qu'a dit Vincent Lieubeau. Il a bien dit qu'il avait protégé une zone moyennement gélive. Et je pense que ça, c'est le fondement de la protection aujourd'hui, c'est de viser des zones moyennement gélives pour avoir la moitié de sa surface de protégée en cas de gel, quoi. C'est l'objectif qu'on a en tout cas, nous. Donc si c'était à refaire, on les mettrait pas dans une zone aussi gélive, en fait. On les mettrait dans une zone moyennement gélive. Ça vaut pour les bougies qu'on a fait aussi, hein, parce qu'on était parti sur 4 hectares de bougies et on a fini à 2 parce que on a fait trop de nuits de brûlage, mais on avait protégé des bas de pente qui sont beaucoup trop difficiles à protéger. Enfin donc ça c'est une gestion qui à mon avis est importante à prendre en compte. On voit bien que Vincent d'ailleurs va remonter plus haut aussi ses asperceurs. Ça c'est une chose. Alors oui, il faut quand même juste une petite remarque. S'il y a aussi quelques écarts, c'est que le fil chauffant ne protège que la baguette qui est enroulée dessus. Les coursons et le bas du cep ne sont pas protégés, quoi, hein. Donc forcément on a une petite perte quand même
C'est pour ça d'ailleurs que dans la gestion avec les fils chauffants, je pense qu'il vaut mieux mettre des baguettes plus longues, bien enroulées, et quitte après à enlever des bourgeons en cas de non-gel, quoi. Parce que sinon on perd quand même une partie des bourgeons, quoi. Et à côté aussi, tu me disais l'effet de bien enrouler la baguette le long du fil. Ça me semble important. Ça me semble important puisque en fait c'est un rayonnement. En fait, le fil chauffant joue sur la circulation de sève et donc il faut que cette sève soit le mieux réchauffée possible pour pouvoir mieux circuler et aller jusqu'au bout du bourgeon, quoi, en fait. Ok. Donc je pense que c'est mieux de l'enrouler bien comme il faut plutôt que de la coller simplement au fil, quoi. Il me semble dans certains secteurs, on avait eu des retours où justement il y avait eu une moins bonne efficacité où la baguette n'avait pas forcément été très bien enroulée justement. J'avais eu quelques retours comme ça. Par rapport au système, justement, la mise en place en termes de gestion, je vais dire au quotidien, est-ce qu'il y a des choses à faire attention? Ça reste du fil, ça reste de l'électrique? Alors il y a deux choses. Le fil en lui-même, qui est donc à coller au fil porteur sur lequel on vient enrouler la baguette. Là, il faut être très vigilant au niveau de la taille. Et au niveau des vendanges, si vous êtes en vendange manuelle, en vendange machine, a priori, ça ne pose pas de problème, à part évidemment les cèpes debout où il faut faire très attention à ne pas démarrer le secouage trop tôt. Si tu pourrais remettre les photos qu'il y avait aussi sur les installations là. Ouais, ça doit arriver là. Ça, c'est pour le fil en lui-même, le fil chauffant. Et puis après, il y a toute l'alimentation électrique entre la production de courant et la vigne. Et il y a la production de courant aussi. Il y a trois choses en fait. Il y a la production de courant, l'alimentation avec les coffrets qui vont bien, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour gérer le système, quoi, électrique, toutes les connexions électriques entre la source de courant et la vigne, et puis le fil chauffant lui-même. On l'a pas les photos là, tu normalement, tu peux les voir. Je vois pas moi, mais bon. Ah. Je les ai mises. Moi, elles apparaissent sur mon écran. Ah bon, moi je vois la parcelle verte là, mais bon. On est encore sur la il y a peut-être un petit décalage, ça va arriver. Et en fait, les premières installations qu'on avait faites, l'alimentation était volante, on va dire, c'est des fils qui couraient par terre entre le groupe électrogène et les boudrans. Et là, cette année, on a donc tout mis en souterrain avec des tubes, comme on les voit cintrés là en alu, donc il y a une tranchée, on voit une plaque par terre, là c'est un regard. On voit d'ailleurs qu'on branche, on voit le groupe électrogène avec la boîte, avec les 5 prises, puisqu'il y a 5 tronçons. Et donc aujourd'hui, on n'a plus qu'à sortir les 5 prises du regard et les brancher. Alors qu'avant, il y avait tout un tas de fils qui couraient. Maintenant, on a fait une tranchée, les fils sortent à chaque fois par le tube cintré et on branche. Donc on voit qu'il vaut mieux pas abîmer le poteau de bout, parce que pour le changer, c'est un peu plus compliqué que quand il n'y a rien, quoi, en fait. Donc ça, c'est notamment tout ça, donc c'est comment dire, se faciliter le travail, hein, mais d'une manière plus pointue, c'est aussi en lien avec le travail du sol. Oui, de toute façon, quand on travaille le sol, il faut déjà que le fil soit suffisamment creux et que le boudran soit protégé, le cep aussi, enfin, c'est... et puis, il faut aussi que la connectique soit quand même solide, parce que ça, c'est le plus gros problème qu'on peut avoir comme panne, c'est-à-dire une connectique, quand on est en pleine nuit, aller regarder toutes les connectiques, lesquelles est branchée, enfin, c'est un petit peu quand même... compliqué, quoi. Donc, alors nous, la production de courant, donc c'est un groupe électrogène qu'on met sur une remorque
et qu'on ne laisse pas sur place, puisque, comme l'a dit Vincent, il y a trop de risques de vol de gasoil. Mais bon, il nous faut, allez, nous, en un quart d'heure, on est opérationnel, quoi. Hein. Le temps de venir, de brancher, et ça part, quoi. Hein. Ça, c'est là-dessus, c'est vraiment très rapide, très efficace. Alors par contre, il faut démarrer. En termes de puissance, Michel? Alors il faut environ 80 kW par hectare, mais en fait il faut plutôt prendre une marge de sécurité. Donc on va dire qu'il faut un groupe électrogène de 100 kVA. Hein, vous voyez là, ça c'est pour un hectare, donc c'est quand même une belle bête. Qui coûte au passage à peu près 1500 € par mois de location, qui consomme 20 litres de gasoil à l'heure. Donc là, on a passé quelques nuits quand même, parce qu'en plus, il faut quand même le mettre très en amont, puisqu'il il conseille de le mettre à 1,5 degré, 2 degrés sec, alors peut-être à 1 degré humide en route, pour qu'il y ait quand même qu'il y ait une mise en chauffe, quoi, en fait. Et c'est là qu'on s'est fait un petit peu avoir, puisque on n'a pas trop bien compris. On avait 2 degrés à notre thermomètre et on avait de la glace sur le fil, dans le bas uniquement, justement. C'est pour ça qu'on a eu quelques dégâts. Et il était 1h30 du matin, quoi. Donc je pense qu'on a eu peut-être un petit phénomène, une averse à minuit avec un gel, je sais pas. Mais en tout cas, on aurait dû le mettre en route à 11h ou minuit, quoi. Jusqu'à 9h, 8h30, 9h, ça fait quelques litres de gasoil, quoi. Sur l'investissement aujourd'hui, on est entre, on va dire, sur une grande fourchette, entre 20 et 30 000 €, mais ça se dessine plutôt autour de 25-30 000. Ouais, quand on a commencé, on a mis ça en place pour la récolte 2018. On parlait de 15 000 €, mais il n'y avait pas tous. Les branchements étaient moins bien, les fils étaient moins bien. Aujourd'hui, les fils sont mieux, puisqu'en fait, nous, les premiers fils qu'on avait, il fallait les relier, il fallait absolument faire une boucle. Et donc, on avait plusieurs rangs de reliés ensemble. Donc, à chaque bout de rang, il fallait faire une connexion. Alors qu'aujourd'hui, les fils sont autonomes. Ils font l'aller et le retour à chaque fil. Donc, on n'a plus besoin de connecter des rangs en bout de rang, quoi. On a que chaque rang est autonome. Je pense qu'ils sont peut-être un peu plus chers aussi. Enfin, alors bon, c'est facile à dérouler. Le fil, c'est à nous de le mettre. Après, la tranchée, le branchement électrique, il va falloir aussi que l'électricien nous le montre. Et puis après, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Enfin, pour essayer de diminuer un peu le coût, c'est ça, quoi, en fait. Sinon, on va vite approcher les 30 000 si on fait tout faire, quoi. Ok. Est-ce que dans le fonctionnement, tu as des choses à préciser, Michel, ou on a fait le tour? Juste quand même, c'est très facile d'avoir une micro-coupure sur le fil qui ne se voit pas par temps sec. Donc l'idéal, ce serait de tester le système tout début mars. Par un temps de brouillard, par exemple, parce que ça nous est arrivé, tout marchait bien, et en fait une micro-coupure avec l'humidité fait un contact, et donc il y a un tronçon qui est en court-circuit et qui n'est pas protégé, et c'est fichu, quoi. Donc voilà, c'est quand même il faut quand même être très précautionneux. D'accord. Est-ce que j'imagine que tu as réfléchi pour un transformateur éventuellement? Est-ce que c'est des choses que tu envisages, ou est-ce que le groupe électrogène, toi, ça te va? Bah là déjà, pour les 2 parcelles, on a 2 groupes électrogènes, hein, donc celui qu'on voit sur la photo de 100 kVA et un de 80 kVA pour la parcelle le plus loin qui fait 55 A. Bon, c'est... là, on l'a loué du coup pour plus d'1 mois, donc je viens de recevoir la facture complémentaire, donc ça va encore faire. Donc l'idéal, ça serait d'avoir une source de courant à proximité, une ligne qui passe, et de mettre effectivement un transfo. Je sais que ça fait un collègue à Savenière qui est en train de le faire.
Donc je pense qu'il faudrait faciliter ça là où c'est possible, quoi. Mais en tout cas, on ne pourra pas mettre des dizaines d'hectares parce qu'à 80 à 100 kVA à l'hectare, ça faut un sacré transfo pour protéger 10 hectares, quoi, hein. Sur le système, toi, globalement, aujourd'hui, donc entre guillemets, tu l'as quand même fait évoluer, mais est-ce que tu en es satisfait? Et puis, est-ce que tu comptes le développer un petit peu plus? Comment tu vois les choses? Nous, je pense qu'on va en mettre un petit peu, on va essayer d'en remettre encore un hectare et demi peut-être. Enfin, il nous a fallu quand même 3 ans pour... et encore cette année, on s'est encore fait avoir. Malgré qu'on a 2 stations météo, une au point bas, une au point haut, on essaye de... Ça nous a aidé pour les bougies pas mal, hein, c'est sûr. Mais même là, on s'est fait avoir... pas trop. Enfin, en fait, quand on a ce gel avec beaucoup d'eau la veille, en fait, faudrait pas se coucher, quoi. En fait, je pense qu'il faut. En tout cas, c'est un système qui marche dans des conditions extrêmes, sûrement, mais du coup, qu'il faut mettre en route très tôt et qui consomme quand même beaucoup, hein, et qui est. Donc, on peut pas tout protéger, quoi. C'est clair. Mais par contre, une fois que c'est allumé, c'est tranquille, c'est fini, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Faut quand même surveiller un peu les groupes, hein, c'est sûr. Faut pas que les groupes tombent en panne, faut pas que... Bon, voilà, c'est comme tout, hein, Ça marche. Merci Michel. Allez. S'il y a toujours pas de questions dans le chat, s'il y a des questions, on vous les remonte. Je te laisse couper le micro. Impeccable. Hop. Juste revenir, il y a eu les collègues du Maine-et-Loire qui ont fait un essai sur des voiles. Mais des voiles en forme en mode couverture, je veux dire, donc qui vraiment couvrait plusieurs rangs, qui étaient vraiment déposés sur les rangs, mais qui n'avaient pas, comment dire, à vocation d'être réellement isolants à proprement parler. Le but du voile, c'était d'empêcher le rayonnement le nocturne, donc qui fait le gel radiatif, entre autres, et de préserver donc une certaine température en dessous et éviter qu'elle descende trop bas. Donc là, par exemple, sur la photo, en fait, on a 2 côtés qui sont complètement ouverts. Donc c'est pas complètement fermé. Et là, on voit la différence. À droite, on a le témoin où, en fait, on est descendu à moins 4 degrés. Et à gauche, on a sous le voile, on est juste descendu on n'est pas descendu en négatif, on est resté positif à 0,7 degrés. Donc, il y a eu des tests sur 2 types de voiles, en voile P30 et puis en voile doublé à côté. Et déjà en P30, on est juste à 12% de bourgeons touchés. Et en voile doublé, en fait, on est à 100% d'efficacité avec 0% de bourgeons touchés. Ça vache. Ouais. Ça, c'est d'autres moyens qui ont été utilisés dans le vignoble de façon plus anecdotique. Donc, on a le Frost Buster on peut un peu le comparer au Frost Guard tracté. Donc c'est pareil, hein, sur le même mécanisme d'air propulsé avec du gaz. Donc on propulse un air assez chaud. Et donc l'idée c'est de chasser l'air froid et le remplacer par de l'air chaud pour éviter que ça gèle au niveau du fil porteur. Donc là des résultats on va dire qui sont mitigés. Il y a toujours de façon historique on va dire les feux de bottes de foin ou les différents types de brûlots qu'on peut voir dans le vignoble, où là sur cette technique là donc on est quand même très soumis au mouvement des masses d'air, donc on va être sur des résultats qui vont être très aléatoires. On pourra avoir des résultats positifs dans certains cas, mais globalement on reste quand même sur un grand facteur aléatoire. Et aussi ce qu'on a pu voir cette année sur certains rangs, donc là j'ai pas fait des notations précises, donc c'est des voiles qui avaient été mis par des distributeurs. Je sais qu'il en a été mis dans différentes communes et qu'on a observé que les résultats ont été un petit peu différents. Moi, sur ce que j'avais pu voir sur le secteur du Clisson sous le voile, donc là disposé d'une façon à isoler vraiment la baguette. Sur le secteur de Clisson, on n'avait pas forcément une efficacité très surprenante. On était environ à 80-90% de dégâts. A priori, sur certains secteurs, les dégâts étaient moins importants que ça. J'ai pas de chiffres précis à donner.
À noter quand même, à préciser que lorsqu'on fait tout à droite les feux de bottes de foin, etc., de tout type, lorsqu'on veut créer un nuage, là on voit bien, il y a une route qui passe juste à côté, on peut avoir des soucis, créer des soucis de circulation et éventuellement créer des accidents. Donc voilà, juste le petit bémol quand même de ces techniques-là. Alors il y a peut-être aussi d'autres techniques qui ont été mises en place. Je sais que les distributeurs ont été a priori assez actifs cette année. Il y a peut-être d'autres techniques qui ont été mises en place dans le vignoble, mais que je n'ai pas forcément répertoriées, et notamment en termes d'efficacité. Je vais laisser maintenant la parole à Anne Marquet, donc, qui va vous préciser aujourd'hui les aides qui existent en termes de PCAE et de plan de relance et les particularités justement des investissements collectifs qui justement cette année voient un regain d'intérêt. Donc bonjour à tous, donc, je suis Anne Marquet, je travaille à l'Union des CUMA et effectivement si tu peux... Donc voilà, donc aujourd'hui il y a plusieurs dispositifs d'aide qui peuvent vous permettre de diminuer vos coûts d'investissement pour tous ceux qui souhaitent encore investir ou commencer des investissements. Donc il y a toujours le PCAE, on en a déjà un petit peu entendu parler dans les différents équipements. Donc le PCAE il est ouvert pour les diffuseurs à air chaud, pour les tours fixes ou mobiles, et pour les fils chauffants. Alors les fils chauffants qu'en individuel, c'est pas ouvert pour des fils chauffants en CUMA, quoi. Donc ce dispositif, il est un peu à géométrie variable selon que vous souhaitiez investir en individuel ou en CUMA. Dans les deux cas, on est à 30% de subvention, avec plus 10% pour les exploitations en individuel enfin pas que les exploitations individuelles, mais je veux dire hors CUMA, quand il y a des JA. Par contre, il y a eu un déplafonnement, mais il y a un plafond d'investissement, hein, et non pas de subvention, un plafond d'investissement qui est à 150 000 € pour les individuels et à 200 000 € pour les CUMA. Alors, il était jusque-là de 50 000 €. Il a été relevé à 150 000 €. Donc, ces investissements sont à réaliser dans les 2 ans après l'accord de subvention. Et vous avez le droit de faire 2 demandes sans intervalle entre les demandes sur la période 2021-2022, qui est une période de transition, puisque les PCAE sont liés à la PAC. Et donc, comme on est maintenant en période de révision de la PAC, on est sur les règles PCAE dans les grandes lignes du PCAE 2015-2020, mais sur une nouvelle enveloppe. Donc, pour tous ceux qui ont investi sur 2015-2020, l'enveloppe repart à 0 sur 2021-2022, en individuel et en CUMA. Sur ce dispositif, il y a une demande qui a été faite, notamment soutenue par la Chambre et la Fédération des vins, de passer à 40% de subvention au lieu de 30%. Ça a peu de chances d'aboutir justement parce que les règles du PCAE sont européennes et sont relativement figées, mais il y a peut-être une fenêtre avec un abondement de la région. Donc voilà, là-dessus on n'a pas le retour pour l'instant, on aura les informations là courant juin, et donc il y a 2 appels à projets par an sur le premier trimestre et sur l'été, et donc là le prochain appel à projet va s'ouvrir au 15 juin 2021. Alors c'est une info récente de ce matin, puisque moi jusqu'à présent hein, j'avais communiqué pour ceux qui avaient eu l'occasion de me croiser sur le 15 juillet, parce que voilà, ça fait 5-6 ans, enfin c'était toujours du 15 juillet au 15 septembre. Bon là a priori l'ouverture est avancée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le PCAE. Et donc le deuxième dispositif, c'est un dispositif France Agrimaire. Alors c'est pas le même France Agrimaire que certains d'entre vous ont peut-être déjà sollicité pour les aménagements de caves. C'est France Agrimaire qui vient du plan de relance qui est lié au Covid. On en entend parler hein, dans la presse du plan de relance. Et ben il y a un plan de relance agricole qui est géré par France Agrimaire, donc pas à Angers comme vous pouvez en avoir l'habitude, mais bien à Paris. Et donc France Agrimaire, lui, il finance un panel d'outils plus large, donc des toiles ou bâches antigel, brûleurs à gaz avec turbine, capteurs gel Winat ou d'autres systèmes d'alerte, des convecteurs à air chaud fixes ou mobiles, diffuseurs à air chaud mobiles, des tours fixes ou mobiles, des fils chauffants, des matériels d'aspersion ou de micro-aspersion
Et il y a même des haies qui sont financées dans le cadre de ce volet du plan de relance qui est le volet aléas climatiques. Et donc là, c'est là que l'aspect CUMA peut être un peu plus intéressant que l'individuel, hein, si on veut aller chercher un maximum de subventions. C'est que, donc en individuel, les subventions sont de 30%, plus 10% s'il y a un JA. En CUMA, c'est 40%. Et là, l'enveloppe que vous allez solliciter, en individuel, elle est plafonnée à 40 000 euros, alors qu'en CUMA, elle est plafonnée à 300 000 euros d'investissement. La différence avec le PCAE, c'est qu'il faut faire l'investissement dans les 12 mois après accord, et qu'il peut y avoir qu'une seule demande de fait sur 2021-2022. Du coup, ça me fait penser que si jamais vous sollicitez des PCAE, c'est bien de faire un petit peu comme ce qui avait été fait à la CUMA de la Treille en 2018, c'est-à-dire de éventuellement prévoir plusieurs tranches de travaux, quoi. Ça vous évite de monter plusieurs dossiers, ça vous donne une visibilité parce qu'en fait... il y a une inertie, on va dire, qui est liée à la demande de financement et qui fait que vous ne pouvez pas signer des bons de commande tout de suite, vous ne pouvez pas investir tout de suite. Et donc voilà, si vous voulez être équipé le plus rapidement possible, dans le PCAE, autant prévoir un peu large et prévoir une deuxième tranche d'équipement, on va dire. Donc FranceAgriMer, par rapport au PCAE, c'est un dépôt en continu, hein, c'est ouvert depuis le 1er janvier enfin quasiment le 5 janvier, je crois, 2021. Et donc, ce sera ouvert sur 2021-2022 jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Donc, à la question de où en est cette enveloppe, on n'a pas d'informations précises. Tout ce qu'on sait, c'est que suite là aux épisodes de gel, c'était une enveloppe sur laquelle il n'y avait pas de tension et qu'elle a été doublée. Son abondement a été doublé. Donc, il n'y a a priori pas de tension. Voilà, après, dès que vous êtes prêts, déposez, quoi. Enfin, ça ne sert à rien d'attendre parce que ce sera premier arrivé, premier servi. Donc voilà, donc c'est vrai que aujourd'hui, il y a eu enfin moi j'ai été sollicitée pour plusieurs projets d'investissement, essentiellement sur des tours anti-gel. Je reviens un tout petit peu sur ce qu'a dit Vincent Duguet. C'est vrai que l'aspersion en CUMA, c'est possible aussi, hein. Il existe des CUMA sur l'irrigation, en fait. À la fois sur une retenue d'eau qui peut être collective et sur des matériels qui peuvent être collectifs. Bon, là, ça n'existe pas du tout dans le cadre de la lutte anti-gel, mais on pourrait l'imaginer. Là, aujourd'hui, on a été sollicité plutôt sur les tours fixes. Et donc, parce qu'il y avait cette histoire de plafonnement et que ça peut être intéressant en collectif, pour plusieurs raisons qu'on verra après. Et donc, l'idée, s'il y a des personnes qui sont intéressées, enfin, soit une personne, soit un groupe de personnes, comme on n'a pas le temps de créer une CUMA suffisamment vite, juridiquement, parce qu'une CUMA, c'est comme une exploitation, ça a un statut qu'il faut déposer au greffe. Il y a également un conseil de la coopération qui garantit que ça va fonctionner comme une coopérative. Et donc, le temps de faire ces démarches-là, avec l'été en plus où l'administration n'accélère pas son traitement de dossier, ne permettrait pas de déposer des dossiers de financement dans les temps. Donc en fait, il existe un sur le vignoble des CUMA qui avaient été créés pour les effluents viticoles et qui ont été mis en sommeil parce que tous les projets n'ont pas pu aboutir. Et aujourd'hui, c'est des coquilles vides qu'on est en train de récupérer et de réveiller, entre guillemets, pour qu'elles puissent accueillir des projets collectifs. On est aussi sur une démarche qui est un petit peu similaire à ce qui a pu se faire en Bourgueil et encore plus dans les Charentes sur le cognac. En fait, c'est une région où il y a eu une CUMA qui a été créée à l'échelle du vignoble et qui a accueilli une activité tour antigel avec 79 tours antigel fixes et mobiles au sein d'une même structure. Et donc ça permettrait d'avoir une gestion plus cohérente à l'échelle du vignoble et plus globale. Ça faciliterait à mon avis le travail et la mise en réseau de tout le monde. Par contre, son intérêt est largement conditionné au fait de pouvoir solliciter une enveloppe indépendante du PCAE et de FranceAgriMer auprès de la région. Et ce à quoi on essaye de travailler le réseau CUMA, la Chambre et la Fédération des vins de Nantes, mais qui, voilà, dans les délais impartis, a sans doute peu de chances d'aboutir, mais voilà, on essaye. Un autre point sur les investissements en collectif, c'est de dire que effectivement, alors ça c'est pas bien vu à Clisson, ça c'est un petit peu vu sur l'exemple de Vincent Liebeau, mais en général la lutte anti-gel est plus efficiente à l'échelle du territoire.
Les vignerons de Clisson à Bournigal l'avaient constaté sur les années précédentes. Et puis c'est aussi les remontées qu'on a de d'autres territoires comme à nouveau Bourgueil et les Charentes. Voilà, donc le dernier point, je l'ai déjà un peu évoqué. Donc les investissements en CUMA, en gros, pour vous faire une petite synthèse, quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages, c'est que c'est des subventions peut-être un peu plus intéressantes pour diminuer pour vous les coûts d'investissement. Il y a aussi une notion que ce n'est pas le domaine qui est propriétaire et donc il n'y a pas d'endettement sur l'exploitation. Donc ça peut permettre de garder des capacités d'investissement sur d'autres sujets selon les projets des uns et des autres. Et ça permet de gérer plus facilement si une ou des tours couvrent plusieurs domaines. C'est vrai qu'à Clisson, on a géré le secteur sur Bournigal de manière globale. Hein. On a fait une répartition des surfaces voilà, qui se fait de cette manière-là. Les inconvénients, c'est que donc, le matériel n'est pas en propriété, donc l'éolienne n'appartient pas au domaine. Du coup, si on achète en CUMA pour les subventions, mais que derrière chacun veut racheter le matériel en propriété, ça pose des problèmes de gestion. On est un petit peu limite, mais ça se fait. On est limite tout simplement parce que les CUMA sont pas faites pour ça. Hein. On utilise le statut CUMA et on le pousse un petit peu dans ses limites. Et donc, si on veut le faire, la revente est à prévoir dès le montage et l'achat en CUMA. Il faut prévoir les choses dès le début pour pas se retrouver dans des galères dans la gestion de la CUMA dans quelques années. Est-ce que dans le chat, on n'a toujours pas de questions? On sait qu'on est assez clair dans nos propos, alors. Si jamais il vous reste 5 bonnes minutes, hein, si vous avez des choses à nous remonter par le chat, les vignerons sont toujours là pour répondre. Je peux entamer la conclusion du webinaire en attendant. Si on regarde d'une façon globale, sans aller dans le détail de ce qui s'est passé, c'est qu'on reste sur, au niveau du gel, un événement qui est historique en termes d'impact, à proprement parler, hein, sur la vigne, mais qui, à notre goût, reste aussi historique dans la prise de conscience des aléas climatiques au niveau de l'exploitation. Donc ça, c'est vraiment notable à l'échelle du vignoble sur l'ensemble des exploitations. Par rapport plus précisément à ce qui s'est passé au niveau du gel, c'est qu'on était globalement dans des températures négatives tôt dans la nuit et sur une période très longue. Donc on a eu quand même, pour tout le monde, tous les vignerons, des longues périodes de lutte qui étaient très fatigantes, qui sont vraiment à noter, voire éreintantes lorsqu'on avait plusieurs moyens de lutte qui étaient mis en œuvre. À noter aussi que c'était une grande période de froid pendant laquelle il y a eu des gels, mais que cela a été suivi d'un stress prolongé avec une persistance notamment du vent et des températures fraîches. Donc encore hein, jusqu'à aujourd'hui. On commence tout juste à revoir la douceur qui revient. Par rapport aux moyens de lutte qui ont été mis en place, on l'a bien vu, pour des mêmes moyens de lutte, on a eu des efficacités variables. Donc il y a forcément un effet microclimat, un effet parcellaire. Il y a aussi la stratégie d'utilisation des moyens de lutte. Ça a été bien évoqué par l'ensemble des vignerons. C'est aussi protéger ce qui est protégeable ou moyennement protégeable. Donc c'est bien le choix des parcelles et c'est l'impact aussi de la lutte collective. Donc ça, il y a quand même l'exemple de mutualisation des moyens qui fait qu'à l'échelle du territoire, on sera toujours plus performant. Aujourd'hui, c'est bien à noter que on considère, voilà, à 4 années sur 6 de gel pour certains, le gel fait partie de l'itinéraire technique et c'est quelque chose qui doit être inclus derrière dans le prix des vins. Donc c'est aujourd'hui, vous avez des investissements à faire pour la lutte contre le gel. Ces investissements, ils sont soit dans des moyens de lutte ou soit en continu au sein de votre exploitation, mais derrière, à un moment donné, ça doit se retrouver, donc ça doit faire partie de la stratégie d'exploitation. À noter que notre collègue Thomas Chassin du Maine-et-Loire fait une formation sur le changement climatique. Donc là, il y a une nouvelle session qui sera en octobre 2021. Donc si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien vers Brigitte Grelot. Pour donner un peu de prospective face aux aléas climatiques,
Pour clôturer, sur l'ensemble du diaporama, on a traité qu'un seul point qui est vraiment la lutte physique, donc tous les moyens qui sont utilisés pour lutter contre. Ceci dit, on voit bien qu'il y a aussi l'autre penchant de l'ensemble de ces systèmes, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à être vigilant par rapport aux investissements, à l'impact sur le paysage en soi, mais aussi la vigilance par rapport aux riverains. Dans d'autres régions, notamment, il y a eu des plaintes par rapport aux éoliennes. Donc aujourd'hui, quand on peut recenser un certain engouement, par exemple, par rapport aux éoliennes fixes, vigilance par rapport à ces deux points. L'autre aspect, donc outre lutter contre, on a aussi l'aspect plutôt supporter, faire avec. Donc là, on va faire plutôt à la notion de résilience parcellaire. Donc c'est-à-dire que si on arrive à passer le gel, quand bien même la parcelle aura subi le gel, derrière, si on a quand même une production, comment dire, on n'aura pas tout perdu, entre guillemets. Donc ça, quels sont les facteurs sur lesquels on peut jouer? Forcément, il y a une échelle de temps à mettre en place, mais c'est bien les cépages, les porte-greffes. Derrière, il y a tout un travail sur la fertilité globale, mais la fertilité des sols. Là, un des gros travaux de cette année, justement, ça va être d'essayer de noter, de remarquer des parcelles qui ressortent mieux du gel que d'autres, sans avoir forcément, sans qu'il y ait eu des moyens de lutte qui étaient mis en place. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à observer aujourd'hui. Si on a des nouveaux rameaux qui sortent, des contre-bourgeons, est-ce que ces rameaux seront fructifères ou pas, suivant les cépages? Forcément, il y a tous les systèmes d'assurance que vous connaissez bien, donc c'est rendre peut-être l'assurance forcément plus accessible, donc ça c'est tous les gros débats du moment. Il y a aussi tout le débat du stockage, lorsqu'on est dans des années propices aux récoltes, est-ce qu'on favorise ou pas le stockage, etc. Donc là on fait vraiment appel plutôt à la notion d'organisation au niveau de la filière. Je dirais maintenant à l'ensemble de ces points qui sont très factuels, il y a quand même des points qui aujourd'hui à mettre en parallèle, c'est l'impact carbone de l'ensemble de ces mesures. Donc par exemple, quand on lutte contre avec les moyens physiques, on est un peu dans de la consommation et dans comment dire, l'expansion de cet impact carbone, quand bien même il est ponctuel. Donc après, cet impact carbone ponctuel, il est aussi à mettre en équilibre avec comment dire, les volumes qu'on a protégés. Donc il y a une espèce de compensation. En face, lorsque on parle de stockage, il y a aussi un impact de carbone par rapport à la maîtrise du froid. Donc par rapport à ça, quel équilibre donner? Ensuite, il y a un impact humain pendant le gel, sans ou avec des moyens de lutte. Donc c'est tout le stress qui est créé autour. C'est aussi, comment dire, généralement des bénévoles qui sont sollicités pendant cette période et tout le risque en termes de sécurité qui va avec. Donc c'est et maintenant plus à l'échelle de l'exploitation d'une façon globale. Maintenant c'est pour faire redondance avec ce que je disais dans la conclusion, c'est bien d'inclure cet aléa climatique, voire les autres aléas climatiques dans la gestion globale de l'exploitation. Donc on arrive à la fin de ce webinaire, on n'a toujours pas de questions dans le chat. J'ai pas de questions à vous remonter. Toutefois, je tenais vraiment à remercier les vignerons qui ont participé avec leurs témoignages, donc Vincent Lieubeau, Vincent Duguet, Michel Bédouet et Sébastien Renaudin qui étaient aussi disponibles dans un second temps. Plus que ça, c'est tout autour de ce diaporama. Forcément, il y a l'expertise qu'on développe, elle est aussi issue de votre expertise à vous et de l'ensemble des échanges qu'on peut avoir. Ce diaporama, il a été réalisé avec l'ensemble de l'équipe viticole, donc merci à tous. Anne, pour ta participation et ton témoignage avec l'ECUMA. Donc là, on a du travail à faire sur les investissements collectifs, tant au niveau pécunier qu'au niveau technique, je le rappelle. Et aussi merci donc à mon collègue Thomas Chassin de l'ATV CAPDL 49 pour ses compléments d'information concernant le gel 2021. Hop là.
Merci à tous de votre attention. Je vous remets nos coordonnées si jamais vous avez des questions à nous poser ou quoi que ce soit. Surtout, n'hésitez pas, ne restez pas sur un point d'interrogation. C'est toujours sur le côté collectif, donc c'est ensemble qu'on peut agir et arriver avec des résultats qui seront dignes de ce nom pour satisfaire notre production viticole. Merci à tous pour votre participation. Au revoir. Merci, au revoir.